Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Une émission cette semaine sur la ferme vosgienne. Nous allons donc parler d'agriculture, plusieurs milliers d'emplois sur notre département, une importante occupation de l'espace et des paysages et évidemment une filière à la base de notre alimentation, une agriculture sur laquelle repose toujours plus d'attentes mais aussi toujours plus de contraintes, réchauffement climatique, hausse des cours des matières premières ou encore négociation avec la grande distribution. On parle de tout cela avec nos invités. Lydie Saunier, bonjour. Bonjour. Exploitante agricole à Gironcourt. Vous êtes plusieurs avec... Avec mon frère et ma belle-sœur, Cyril et Cindy. Et vous êtes vice-présidente de la Chambre d'agriculture des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bénédicte Autrette, bonjour. Bonjour. Bienvenue, première pour vous sur ce plateau. Vous êtes la directrice de l'unité de l'INRAE de Mirecourt. INRAE, évidemment INRA, qui veut dire... Institut national de la recherche agronomique et de l'environnement depuis 2020. Et vous êtes directrice depuis combien de temps ? Depuis juin 2022. C'est tout récent, effectivement. Merci à vous. Et enfin, Charline Sinda, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante de la fromagerie des Hetz à Moyémont, fromagerie qui est accolée avec une exploitation agricole. Vous allez nous dire tout cela dans quelques instants. Combien de salariés ? 2-3 salariés ? 3 salariés à la fromagerie. Et vous êtes installés, vous, depuis le 13 avril 2018. Merci à toutes les trois d'être sur ce plateau avec nous, si je peux me permettre. Une émission sur l'agriculture avec 3 femmes, c'est plutôt rare, je tenais à le souligner, donc merci beaucoup. Là, je remonte aussi les stats au niveau de la présence de femmes à l'antenne. Alors sur l'agriculture, c'est parfait. Merci beaucoup, ceci étant dit. Donc l'agriculture, je l'ai dit en introduction, toujours plus d'attentes autour de l'agriculture et toujours plus de contraintes. On sent qu'il se passe quelque chose. Lydie Saunier, on sort il y a quelques semaines du Salon international de l'agriculture de Paris. Fréquentation record du salon. Presque la deuxième, enfin oui, mais ouais. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Je trouve que c'est très encourageant, c'est une belle vitrine, c'est un moment privilégié dans l'année où on ouvre les portes de la ferme France. Et où tout le monde vient se rendre compte, palper pour de vrai, sentir pour de vrai, goûter pour de vrai, la richesse de nos agricultures, la richesse de nos produits, la richesse des races qu'on élève sur tout notre territoire, et la fierté de faire ce beau métier, il faut dire ce qui est. Avec quelques sujets d'actu, bien sûr, qui ont été abordés. La visite de politique, à qui, bien sûr, on a parlé de la hausse des cours des matières premières, des difficultés autour de l'énergie, etc. Énormément d'enjeux. Oui, et c'est pour ça aussi que c'est un moment important dans l'année pour donner un coup de projecteur et faire comprendre, et à la fois aux consommateurs et à la fois à nos hommes politiques, le quotidien, et que pour avoir... son assiette bien remplie, se rendre compte que derrière, il se passe des choses et que c'est pas comme ça qu'elle se remplit cette assiette. Et qu'il y a bien des hommes et des femmes qui s'engagent au quotidien avec les contraintes qui sont bien là tout de même, mais avec toujours cette motivation de relever les défis et de s'adapter à ce qui nous entoure, même si c'est pas toujours facile ou pas toujours folichon, mais en tout cas cette volonté qui nous caractérise tous. Et qui vous anime. Et ouais. Vous avez parlé de ferme France, c'est important de garder cette notion de ferme France. Et pour le coup, de ferme vosgienne dans un département rural et très agricole comme le nôtre, bien évidemment. Charline Sinda, vous étiez, alors peut-être pas vous-même, mais en tout cas, certaines de vos productions ont de nouveau eu des prix à Paris ? Pas du tout. Ah, pas du tout, pardon, je croyais c'était cette année ou une année avant alors ? Non, je suis jamais allée au salon de l'agriculture. Ah, autant moi, j'avais compris que vous aviez justement des prix. Non, okay. On parlait tout à l'heure de Je vaux la vie en Vosges terroir. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc je suis labellisée Je vaux la vie en Vosges terroir, et c'est notamment avec ce label que j'ai obtenu quelques médailles. Ah ok, je pensais que c'était à Paris, voilà, excusez-moi. Non, pas du tout. Peut-être bientôt. Peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, allez, beaucoup d'actu à évoquer pendant les quelques minutes, la petite demi-heure qu'on a devant nous. On va essayer de parler donc de réchauffement climatique et donc d'adaptation des cultures. Bénédicte Autrette, allez, je vous lance tout de suite là-dessus. Vous, à l'INRA de Mirecourt, bien sûr, sur les pâtures dont on va voir quelques images, alors qui datent un petit peu, mais voilà, les champs et les structures, les bâtiments n'ont pas beaucoup bougé à l'INRA de Mirecourt. Votre travail, c'est de travailler sur du très long terme, bien évidemment. Pardon, mais ça se complique parce que forcément le réchauffement climatique, il est de plus en plus pressant.
Oui, effectivement, on travaille sur du long terme, ça ne nous empêche pas de constater sur du court terme les évolutions marquantes. Par exemple, 2022, c'est une année avec 2 degrés de plus en moyenne par rapport à la période 70-2015, donc c'est énorme, avec des déficits hydriques aussi de plus en plus marqués, moins 300 mm de pluie, de précipitations entre le 1er avril et le 31 octobre. Donc on travaille avec cet environnement-là. Moins 300, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on garde le chiffre de 800 millilitres par saison, par an? Ouais, en cumulé à l'année, quoi. Donc là, je vous parle de la période de production, celle où on attend que les cultures poussent et produisent. Voilà. Et du coup, nous, dans ce contexte, on expérimente, on propose des pratiques, des alternatives, des manières de produire qui soient différentes et qui permettent de répondre à ce contexte climatique très changeant. Lydie Saunier, c'est super intéressant, évidemment. C'est une chance pour un département comme le nôtre d'avoir une unité de l'INRA qui travaille alors sur les cultures locales forcément. Après, évidemment, c'est adaptable dans d'autres régions, mais voilà, on a un laboratoire à ciel ouvert. Oui, effectivement, c'est pas tous les départements qui peuvent s'en vanter. Et donc, nous, on a cette proximité-là. Et c'est vrai que nous, dans les challenges qui nous attendent et qu'il va falloir qu'on relève, c'est aussi intéressant d'avoir en amont des organismes ou des instituts de recherche comme l'INRAE, parce que avant que nous, on change, pour nous donner des pistes de réflexion, ils nous ouvrent des portes, ils nous ouvrent des fenêtres sur le champ du possible. Qu'est-ce que nous, concrètement, demain, on va pouvoir mettre en place pour essayer de relever notamment le défi du changement climatique, par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, sur nos structures dans les Vosges, avec nos contraintes pédoclimatiques, tout le reste, enfin, voilà, l'environnement, et comment on essaye de trouver des pistes et comment on essaye de s'adapter, la ferme de demain, pour qu'elle soit la plus résiliente possible, qu'on arrive à passer ce cap-là et être toujours là après-demain. Alors, la ferme vosgienne, la ferme de demain, comme vous dites, on a une spécificité dans les Vosges par rapport à d'autres grandes régions, je pense évidemment aux régions céréalières du centre de la France, c'est que la ferme vosgienne est une ferme de polyculture élevage. Bénédicte Autrette, alors c'est sa force, certes. Vous allez nous expliquer en 2 mots ce que c'est le polyculturisme, le polyculture élevage. et surtout, malgré tout, il faut quand même peut-être un petit peu changer certaines pratiques. Alors les structures, les systèmes en polyculture élevage se caractérisent par la présence au sein d'une même exploitation à la fois d'animaux, d'un atelier ou de plusieurs ateliers d'élevage et de culture. C'est ça que ça veut dire. Du coup, dans ce contexte-là, nous, on expérimente des pratiques, notamment sur l'élevage. On va travailler sur de l'élevage mixte, avec en même temps, sur des mêmes parcelles, des vaches qui vont pâturer avec des moutons. Donc ça peut être une pratique un peu innovante que nous, on va expérimenter. Exemple, pourquoi mettre donc sur une même parcelle, en pâture, des vaches et des moutons ? Alors là, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est d'optimiser finalement cette pâture, cette ingestion d'herbe qui va être avec un pic de pousse au printemps, au moment où nous, sur notre ferme, les animaux vont être en lactation, les femelles qui ont eu des petits, donc qui ont des besoins très importants. Donc on fait coïncider finalement à la fois une pousse d'herbe importante et des animaux qui ont besoin de beaucoup de nourriture. Et donc on va optimiser finalement ce pâturage. Et puis derrière, avoir une pousse très homogène, donc pouvoir éventuellement aussi venir faucher un fourrage qui aura une qualité homogène aussi. Alors, qu'on soit bien clair, une homogénéité de la pâture, ou plutôt des pousses après une pâture importante de moutons et de vaches, c'est pertinent parce que en fait ils ne mangent pas tout à fait la même chose et aussi et surtout s'il n'y avait qu'une seule variété, forcément voilà, il y aurait moins de, parce que dit comme ça de but en blanc, on pourrait penser que beaucoup d'animaux en fait ça pourrait écraser les semences, les variétés, les plants qui viennent, mais en fait non, pas du tout. On va ainsi limiter ce qu'on appelle le refus, en fait, le fait que certains animaux vont ne pas vouloir brouter une partie de l'herbe. Ouais. Et
puis après, on limite ce piétinement, la densité d'animaux, en limitant le temps de présence sur une parcelle. On ne les laisse pas indéfiniment ou même entre. Voilà, donc on les fait tourner sur différentes pâtures. Et ça permet, nous on est dans un système, donc là je vous parle d'animaux qui sont ruminants, donc on est en herbivorie stricte. Ces animaux n'ingèrent uniquement que de l'herbe, soit au pâturage, soit sous forme de foin. Donc on fait avec les conditions du milieu, on limite la concurrence avec les terres destinées à l'alimentation humaine, avec des cultures, et les animaux qui peuvent valoriser des choses que nous ne mangeons pas, comme l'herbe par exemple, eh bien voilà, eux vont valoriser ces surfaces-là, et en particulier dans un territoire comme les Vosges, où on a des terres qui se prêtent bien à faire de l'herbe. Alors, on a quelques images de récolte d'herbe. Alors, elles ne datent pas de cette année, c'était en 2021. Voilà, les Dissonniers, là, l'herbe, elle était bien verte, bien riche pour évidemment l'alimentation des vaches, principalement pendant l'hiver. Évidemment, de l'herbe qui est ensilée et pour permettre l'alimentation en hiver. Un petit mot sur cette perspective, peut-être demain, de voir des moutons mélangés à des vaches dans les champs, pourquoi pas? Ben, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, l'importance en tout cas, d'essayer des choses et voir ce qui va pouvoir coller au mieux. Et là, effectivement, c'est parce que l'herbe, c'est riche en variétés d'herbes. Et les moutons vont être plus gourmands d'une certaine herbe et d'autres, les vaches d'autres. Et c'est pour ça que, donc on va optimiser. Ça va moins gâcher, c'est ce qu'on appelle les refus, c'est finalement ce qu'est le bout de ce qu'on laisse un peu sur le bord de l'assiette qu'on n'aime pas trop. Hein, voilà. Et en mixant, il paraît qu'en ajoutant des chevaux aussi c'est pas mal, il paraît que c'est idéal les trois. Il existe différents types de mixité, mais effectivement, le tout c'est de travailler sur de la complémentarité et de se dire les différentes espèces vont présenter différents intérêts et être complémentaires sur une parcelle. Et vraiment d'aller au bout de l'optimisation de ce qu'on a chez nous. Charline, Cinda, on a vu tout à l'heure quelques images de votre exploitation, enfin de la transformation de fromage. Vous travaillez avec Stéphane Simonin, qui lui est sur l'exploitation laitière, et donc l'exploitation évidemment de toutes les terres qui permettent de nourrir ces vaches. Comment ça se passe aujourd'hui pour lui? Est-ce que qu'est-ce qu'il a dans les tiroirs pour demain, vous savez? Pas du tout. Je m'occupe pas du tout de la partie élevage, donc moi je suis vraiment axée sur la fromagerie. Après je sais qu'il est en polyculture élevage aussi, donc il prône la mise à l'herbe au printemps et les vaches elles restent le plus longtemps possible en extérieur. L'hiver donc elles sont rentrées au bâtiment où là donc il apporte la nourriture donc sèche avec le foin et puis également de l'ensilage. Mais après je peux pas parler en son nom. Est-ce que vous avez noté dans le lait que vous travaillez donc depuis 2018 une petite évolution, forcément, parce que en fait, lui aussi est installé grosso modo en même temps que vous, ou tout le moins vous êtes vraiment en partenariat très étroit. Comment vous travaillez tous les deux par rapport à l'optimisation de la qualité du lait? Alors moi je travaille uniquement au lait cru, donc je ne touche absolument pas à la teneur du lait. Donc, contrairement aux industriels, par exemple, qui vont standardiser leur lait en matière grasse, matière protéique, ou qui vont simplement pasteuriser le lait, nous, on travaille vraiment avec le lait tel quel. Et donc, on remarque beaucoup des différences en fonction de la saison. Quand les vaches sont à l'herbe, c'est vrai que tout va bien. Après, quand on arrive en fin de saison où l'été a été comme l'année dernière, où l'été a été très sec, l'herbe a très peu poussé. Du coup, on n'a plus trop d'herbe, où là, les vaches vont plus tendance à déraciner l'herbe, donc à manger de la terre. Là, on se retrouve à devoir gérer des problèmes en fromagerie un peu plus complexes. C'est-à-dire, concrètement, pardon? Et du coup, ça augmente la dose de butyrique dans le lait. Donc nous, on se retrouve avec des phénomènes de gonflement, où les fromages fendent. Voilà, et donc... Au niveau goût, c'est pas très très gênant, mais esthétiquement, c'est pas joli, quoi. Quand vous venez chercher un morceau de tome et qu'il est fendu au milieu, c'est pas top, quoi.
Merci beaucoup pour cet exemple que je souhaitais vous entendre dire parce que voilà, il peut y avoir des conséquences qu'on n'imagine pas, bien sûr. Comme vous l'avez dit, sur le goût, ça change peut-être pas grand-chose, mais sur l'aspect et donc sur la facilité de vendre et pour le consommateur d'aller vers un produit, ça peut être un frein, effectivement. Autre exemple, si vous voulez bien, Bénédicte Autrette, par rapport à quelque chose qui est évidemment d'importance aujourd'hui, c'est la saisonnalité des productions. On est pendant la période de Pâques, grosso modo pour toutes les religions, il y a aussi le Ramadan, et qui dit Pâques, Ramadan dit mouton, agneau, pardon, des questions autour de cela. Vous seriez peut-être pas plus propice pour une consommation de ces animaux un peu plus tard dans la saison. Effectivement, dans le système tel que je décrivais tout à l'heure, les femelles vont mettre prochainement en bas, les brebis. Et donc, on aura des agneaux qui vont pouvoir être mis à la commercialisation à partir de cet été, août, jusqu'à la fin de l'automne. Donc, très clairement, on n'est pas sur des agneaux qui vont être mis en marché à la période de Pâques. Après, ce qui veut dire qu'on a différencié un petit peu la naturalité de la chose. Non, parce que là, on reste sur le cycle normal des animaux, on n'a pas désaisonnalisé. C'est plutôt qu'on est complémentaire avec d'autres types de pratiques agricoles qui vont être plutôt, là pour l'exemple des ovins, de l'élevage en bergerie avec des naissances l'hiver qui vont faire qu'on peut avoir des agneaux qui arrivent sur le marché à cette période-ci. Mais disons que les pratiques que nous testons, je parle des moutons, mais ça porte aussi sur le fait qu'on élève des veaux mâles aussi à la ferme, on élève aussi des porcs. Bref, ça pose des questions, cette diversification sur la saisonnalité de la mise en marché de nos produits. Donc on est une équipe d'agronomes, de zootechniciens, mais on est aussi des géographes qui vont plutôt aussi aller regarder l'impact que peuvent avoir ces pratiques un peu originales, un peu innovantes, derrière sur le fonctionnement de marché alimentaire, quoi, avec effectivement là donc de la viande de mouton qui va arriver sur des périodes de l'année un peu différentes, mais ça va être le cas aussi sur d'autres produits issus de notre ferme. Lydie Saunier, on le comprend, c'est très complexe tout cela, parce qu'évidemment on a nos habitudes. Alors on pourrait croire que voilà, la saisonnalité elle est partagée, mais en fait non, des fois elle est un petit peu, on l'a bien compris, contrainte, poussée pour satisfaire une certaine consommation. Quel regard la Chambre porte sur cette réappropriation d'une saisonnalité entre guillemets normale? C'est sûr, enfin, je pense qu'il y a nos cultures, nos histoires ont fait que voilà, l'agneau de Pâques, il n'y a pas qu'à Pâques qu'il est bon finalement. Oui. C'est ça qu'il faut. Et je crois que c'est vraiment aussi l'importance que le consommateur se rende compte de l'importance de cette saisonnalité ou pas, et c'est dans son axe de consommation au quotidien qu'il est aussi acteur de ça. Et que, oui, parce que si on commence à faire des agneaux, pas que à Pâques, et que les gens, ils n'ont pas l'habitude, non, on n'a pas l'habitude, et que l'agneau est là, prêt à consommer, mais qu'il n'y a pas le consommateur en face pour acheter. Donc voilà, il faut que chacun se réapproprie aussi, et nous, les agriculteurs, et puis le consommateur, pour rentrer dans une cohérence, dans du bon sens aussi, quoi, et peut-être des fois se détacher de l'agneau de Pâques à Pâques, mais Pâques c'est toute l'année finalement. Voilà, je vais passer maintenant. Manger de l'agneau toute l'année, il est tout aussi bon. Le bon sens paysan que vous appelez de vos voeux pour le bon sens aussi du consommateur, qui plus que jamais doit endosser un rôle de consommateur, bien évidemment. Tout à fait. On parle de production, Charline Sinda, donc vous produisez des produits à partir de fromage, donc crème fraîche, faisselle, yaourt, fromage, bien évidemment. Quid de la distribution? Donc vous êtes en vente directe, vous êtes aussi à l'Escale Campagnarde à Jessay, magasin de producteurs. Au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la production, est-ce que ça se tasse comme on l'entend au niveau national ou pas du tout? Oui. En 2020, on a fait vraiment une année exceptionnelle au niveau production-vente, où c'est vrai que du coup tous les consommateurs sont venus se réfugier entre guillemets
chez les producteurs locaux. Et ça a vraiment été une année extraordinaire. Et malheureusement, la vague est vite redescendue. Mhm. Et maintenant, c'est vrai qu'on retrouve un peu une situation, je veux dire, à la normale, mais qui a du mal quand même de retrouver un peu un rythme régulier. Comment vous accompagnez cela? Comment vous faites face à cela? Au regard, voilà, et pour autant, on entend que le mieux manger, on sait évidemment, c'est dans l'air du temps. Le circuit court, c'est dans l'air du temps parce que ça évite de mettre des camions et de faire venir des produits de l'autre bout d'Europe, de France ou carrément du monde. Quel regard vous avez là-dessus? Il y a des attentes importantes, mais pour autant, voilà, une petite productrice comme vous, vous sentez que c'est difficile. Oui, et du coup, on essaye toujours de proposer des nouvelles choses aux gens pour essayer toujours de garder nos clients, donc d'augmenter la diversité pour toucher un plus large public, pour que peut-être quelqu'un donc nous on est producteurs essentiellement de Münster, donc quelqu'un qui n'aime pas du Münster puisse quand même venir chez nous pour chercher un petit morceau de fromage fleuri ou un yaourt, une crème, voilà, on essaye d'élargir un peu notre gamme et on s'adapte à la demande justement pour... Un mot sur le prix à l'Escale Campagnarde. Vous n'avez pas augmenté vos prix depuis Non. de longs mois, voire quelques années. Oui, c'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce qu'on entend de façon très globale. Voilà, oui, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que nos tarifs n'ont pas bougé malgré les hausses qu'on subit quand même au quotidien. Et nos prix n'ont absolument pas changé, nos prix de vente. Donc... on tient quand même à le souligner et à le rappeler aux clients qu'on reste au maximum proche de la réalité, quoi. Lydie Saunier, quel regard vous portez sur ce dynamisme des magasins de producteurs et de la vente directe des circuits courts? On dit ça, évidemment, c'est pas la panacée, c'est pas ce qu'il faut faire absolument, puisque évidemment un territoire agricole comme le nôtre se doit aussi de nourrir d'autres départements. On a quand même évidemment de l'export aussi, hein. La moitié du blé français va à l'export, me semble-t-il. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais circuit court, bien sûr, il ne faut pas oublier le circuit industriel aussi, bien sûr, mais les circuits courts, c'est une vraie plus-value, notamment en termes de plus-value financière pour les producteurs, hein. C'est sûr que la valeur ajoutée, là, elle revient directement. Elle nous revient directement. Comment plus impliquer les consommateurs à ce sujet? Comment mieux les informer et qu'il y ait une vraie prise de conscience? Déjà, voilà, ce qui est produit ici, on sait comment c'est produit. On a envie de goûter, en tout cas. Non, mais voilà, il n'y a pas de... Il faut quand même rappeler que l'agriculture française est une des plus fiables et plus sûres au niveau sanitaire, avec tout ce qui a été mis en place par la profession et puis les organismes qui nous entourent, par l'État aussi, les ministères, tout ça pour garantir la qualité de ce que mange le consommateur. Ce qu'on est loin de garantir avec ce qui débarque. Après, on entend encore parler des néonicotinoïdes, évidemment, pour les betteraves, pour le sucre. Il y a encore énormément de progrès à faire en termes d'affaiblissement, d'utilisation moindre des produits phytosanitaires. Ça, c'est un chantier qui est ouvert depuis longtemps. Et c'est un chantier... à toute chose qu'on interdit il faut trouver aussi des palliatifs ou des alternatives. Voilà. Donc ça, effectivement, il y a des chantiers qui sont toujours ouverts et qui ne vont pas se régler en 5 minutes non plus. Mais en tout cas, ça reste en objectif. Mais donc, pour du coup... Par rapport aux productions et aux circuits courts. Ouais. Et donc l'importance... Voilà. Je rappelle l'importance de ce que la ferme France est capable de produire en tant que qualité et qu'elle garantit aux consommateurs. Et qu'effectivement, le circuit court est une réponse, là, on ne peut pas plus local, on ne peut pas plus... Ouais, ça, c'est vrai que... Mais on ne peut pas... C'est une niche, ça ne peut pas répondre à toutes les demandes, et qu'on a bien une complémentarité à avoir avec... Alors l'agriculture industrielle, sans que ce soit, j'ai l'impression que c'est un gros mot industriel, mais n'oublions pas, on parle de lait, sur la France, dans les Vosges, c'est pas 400 millions de litres de lait qui sont transformés. On a beau être une paire de Vosgiens, on a beau aimer le Münster, mais ça suffit pas.
hein, et on rappelle bien sûr l'importance des fromageries présentes sur notre département. L'Ermitage à Bugnéville avec 400 ou 600 emplois, je ne sais plus. Lactalis à Corcieux, Riant à Neufchâteau, et puis j'en oublie encore une. Et puis bien sûr Bongrain Gérard, Autoly. Et que ce tissu-là de transformation industrielle, on a aussi cette chance de l'avoir sur le territoire. Et si demain il n'y a plus d'agriculteurs, les industries de transformation, elles existeront. Elles n'investiront plus dans leur outil local, ça c'est sûr. Donc, et que l'importance aussi que des départements comme nous, on va produire du lait pour d'autres départements qui seront plutôt, je sais pas, spécialisés dans la grande culture. Et voilà, donc il y a cet équilibre. Français et cette faculté de certains départements qui vont produire certaines productions pour nourrir d'autres parties du territoire vosgien. Donc c'est une complémentarité à trouver entre le circuit court et le circuit plus long, industriel. Et l'un sans l'autre, on ne peut pas. Bénédicte et que l'un et que l'autre, on ne peut pas non plus. Certes. Bénédicte, vous travaillez, alors pas vous à l'INRA de Mirecourt, mais quel regard à l'INRA sur l'aspect distribution, commercialisation des produits? On sort des négociations. Non, elles ne sont pas finies encore, les négociations avec la grande distribution. Hein. Ça se finit en mars, c'est imminent. Ouais. Et voilà, c'est toujours très compliqué. L'exploitant agricole, la personne à la base de tout cela est toujours un petit peu, beaucoup mise de côté. Il y a des choses à revoir? Nous, c'est sûr qu'on est, je pense à l'image de ce qu'a dit Lydie, à INRAE, dans l'idée de dire les différentes échelles sont complémentaires, on ne peut pas opposer les circuits de distribution et les circuits longs vont amener des solutions en termes de logistique, de capacité de stockage, que n'ont pas forcément les circuits courts. Donc n'opposons pas les systèmes, réfléchissons plutôt comment est-ce qu'ils peuvent garantir qu'on arrive à distribuer au moins sur notre territoire des produits issus de notre territoire. Voilà, mettons ensemble les forces communes. Voilà. Avec le rôle du consommateur qui est de plus en plus amené à être un consomme-acteur. Pardon, le mot est un petit peu galvaudé, mais je pense que c'est toujours important de le répéter. Merci beaucoup, mesdames. On arrive déjà au terme de cette émission. 26 minutes, ça passe très vite. Je précise qu'on va de nouveau parler d'agriculture pas plus tard que la semaine prochaine et on fera une émission spécifique sur le bio. On n'en a pas parlé évidemment dans ces émissions, mais c'était à bon escient puisqu'on en dédiera une émission complète la semaine prochaine. Merci, bonne continuation et à très vite sur le terrain. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.